Bonjour à tous et bienvenue dans Face au territoire sur TV5 Monde en direct et également en direct sur les sites internet de nos partenaires coproducteurs ouestfrance.fr, nicematin.com et franceantilles.fr avec un léger différé pour eux dû, vous le savez, au décalage horaire. Bonjour à tous, notre invité ce matin c'est François Hollande. Bonjour François Hollande, Bonjour. Merci d'être avec nous. L'actualité est dramatique ce matin, vous le savez François Hollande, avec un bilan de 27 morts, naufrage au large de Calais. Une réunion interministérielle est prévue ce matin. 5 passeurs ont été interpellés, d'ailleurs on le sait maintenant, et c'est un canot pneumatique, sans doute éventré, qui a causé la mort de ces migrants. Je voulais votre réaction face à ce drame, j'allais dire ce nouveau drame, dont on a peur qu'il soit oublié dans quelques jours. Oui, c'est une tragédie épouvantable qui heurte, bouleverse par l'ampleur des morts et des personnes qui ont failli mourir et qui ont été heureusement secourues et qui vient après d'autres drames dont on parle peu, tous ces migrants qui essayent sur des embarcations de fortune d'aller vers le Royaume-Uni de la France. Donc, que faire au-delà de la compassion, de la solidarité que l'on doit avoir avec ces victimes? Ça révèle que le système de contrôle des frontières entre la France et le Royaume-Uni depuis le Brexit ne peut pas être maintenu en l'état. Et que j'imagine que ce sera la responsabilité du gouvernement français que de demander avec les Britanniques d'avoir un mécanisme de surveillance, de contrôle et aussi d'accueil de ces migrants qui puissent éviter que l'on puisse retrouver des drames. François Hollande, vous êtes avec nous pour 40 minutes en direct. Nous allons parler territoire, nous allons parler politique internationale. Dans un instant, tout de suite, François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France, nous rejoint sur ce plateau. Bonjour François-Xavier Lefranc, vous êtes le rédacteur en chef du plus grand quotidien français, premier quotidien de langue française au monde d'ailleurs. Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes partenaire de cette émission. Dans un instant, on va parler avec vous bien sûr de l'inégalité dans les territoires d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie et autres. Mais tout de suite, point de départ de la crise actuelle aux Antilles, c'est l'obligation vaccinale pour les soignants. À Fort-de-France, le directeur des rédactions de France Antilles, Cyril Boutier, partenaire de cette émission, une question à vous poser, François Hollande. On l'écoute. Bonjour François Hollande. Vous évoquez avec François-Xavier Lefranc les inégalités dont souffrent les Outre-mer. Ici, aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, nous sommes en pleine crise sociale. Le point de départ de cette crise, c'est le refus de l'obligation vaccinale pour les soignants, pour les sapeurs-pompiers. C'est une loi de la République qui s'applique à l'ensemble du territoire. Le gouvernement l'a réaffirmé par la voix du Premier ministre, par la voix du ministre de la Santé. Comment, selon vous, on peut répondre à cette revendication et comment sortir de cette ornière dans laquelle sont en train de s'enfoncer la Guadeloupe et la Martinique? Oui, vous avez raison d'insister. Il y a aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, une crise sociale qui couvait depuis déjà plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, et qui utilise aussi une difficulté, vous l'avez rappelé, l'obligation vaccinale pour émerger et pour submerger même la Guadeloupe et la Martinique. Donc la première réponse, elle doit être sociale. Alors pour l'obligation vaccinale, c'est une loi de la République. Et il est difficile d'imaginer qu'elle puisse être aménagée pour un territoire en particulier. Si on pense, et je le pense, que le vaccin est la solution, c'est quand même très préjudiciable de trouver un territoire où cette règle ne s'appliquerait pas. Est-ce qu'il faut avoir des modalités particulières? Ça, c'est un dialogue qui doit s'engager. Je crois qu'il est d'ailleurs déjà mené. Mais est-ce qu'il faut multiplier les tests pour que les personnels ne soient pas empêchés de travailler alors qu'on en a absolument besoin? Ça peut être une solution. Mais on ne pourra pas répondre à cette peur sur le vaccin exagéré, utilisé, manipulé parfois, si on ne répond pas à la crise sociale. Je veux dire un dernier mot, c'est que les violences sont extrêmement préjudiciables et graves, il faut qu'elles cessent.
Ça, c'est un appel, je pense, à la responsabilité que tous les élus et tous les responsables doivent avoir. Mais d'abord, c'est au gouvernement de mener ce dialogue sur les préoccupations sociales des Antilles. Avant que François-Xavier Lefranc vous pose sa question. Christiane Taubira, votre ancienne garde des Sceaux n'a pas beaucoup aidé dans cette affaire lorsqu'elle s'était... Vous le rappelez, Oui, je me rappelle très bien. Prononcée, non pas contre la vaccination, mais en étant ambiguë sur le sujet. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu signifier exactement, mais c'est vrai qu'il Même vous ne savez pas ce qu'elle a voulu signifier exactement. C'est à elle d'en répondre, parce qu'elle n'a pas condamné le vaccin, elle a dit combien il y avait il y avait de l'appréhension. Et de ce point de vue, nous savons qu'il y a eu des précédents historiques qui font qu'une partie de la population, sans doute pas forcément bien informée, quelquefois même manipulée par des complotistes, mais il est vrai qu'il y a eu des précédents. Donc il est très important de donner des garanties à la population, comme nous le faisons partout, sur l'enjeu vaccinal. Alors, Monsieur Hollande, vous l'avez dit, cette affaire, elle est aussi révélatrice d'un sentiment de défiance qui existe dans les territoires d'outre-mer à l'égard de l'État. La pauvreté y est plus importante qu'ailleurs, c'est une réalité. Comment aujourd'hui peut-on renouer le lien de confiance entre l'État, entre la métropole et les territoires d'outre-mer ? On découvre une nouvelle fois qu'il y a des inégalités, des disparités, des retards qui sont inacceptables en Outre-mer par rapport à ce qui se passe et qui n'est pas forcément simple en métropole. Et je pense que ce sont des territoires qui ont été peu à peu oubliés. J'avais fait, moi, de l'outre-mer une priorité. Ce n'est pas simplement des mesures fiscales, ce sont des mesures de parité sociale, ce sont des mesures d'emploi. Quel est le problème que l'on a aux Antilles, alors qu'en métropole, le chômage connaît heureusement une baisse? C'est qu'on a un sous-emploi très important. On a un taux d'emploi, l'emploi des jeunes, la formation. Un taux d'emploi public très élevé parce qu'il n'y a pas d'emploi privé. Donc la première condition pour que les Antilles, les territoires d'outre-mer d'une manière générale, retrouvent confiance, c'est qu'il y ait une politique d'emploi et qui ne peut pas être réduite au seul tourisme. Les territoires d'outre-mer, c'est aussi la Nouvelle-Calédonie où l'on va voter le 12 décembre prochain, le référendum. Donc c'est la suite d'un très long processus. Qu'est-ce que vous attendez de ce référendum? Les Calédoniens vont dire s'ils souhaitent rester intégrés à la France. D'abord, il y a un doute sur la participation à ce référendum les indépendantistes de la partie indépendantiste. Donc il ne faudrait pas que ce soit un troisième référendum, si je puis dire, pour rien, qui soit contesté dès qu'il a eu lieu. Donc ça mériterait, je pense, une concertation générale avant que ce référendum puisse se tenir. De toute façon, s'il se tenait, ce qui est aujourd'hui prévu, il ne pourrait pas être considéré comme un règlement définitif de l'avenir de la Calédonie. Alors la question d'inégalité dans les territoires outre-mer, mais aussi en métropole, ça résonne souvent avec une demande très forte d'un nouvel élan démocratique. Comment est-ce qu'on peut relancer la démocratie à l'échelle locale? Et nous avons une question. Oui, comment développer donc ce concept de démocratie réelle, François Hollande? Alors Franck Dubré et Philippe Écal de Ouest France ont rencontré à Saint-Denis de la Réunion Nelson Navin. Écoutons-le ensemble. Bonjour Monsieur Hollande, j'aimerais vous demander, vous avez sous votre présidence développé le concept d'égalité réelle. J'aimerais savoir en fait quand est-ce qu'on pourrait développer un concept de démocratie réelle, puisque je pense qu'on a de plus en plus besoin en fait d'avoir une vision claire en fait de ce qu'est la démocratie, et d'autant plus qu'elle me semble de plus en plus menacée. Merci. Vous rappelez ce qu'avait été une loi que Mme Erika Barretz de la Réunion avait portée en tant que membre du gouvernement sur l'égalité réelle. Faire que ce ne soit pas simplement des prestations qui soient proposées, mais qu'on aille au plus profond de la cause de ces inégalités. Sur la démocratie réelle, on pourrait dire, mais tout va bien, il y a des élections régulièrement à La Réunion, dans les territoires d'outre-mer, il y a des élections locales, il y a des élections législatives. Non, on voit bien que le processus électoral ne suffit plus et qu'il y a besoin de participation. Nous l'avons vu également en métropole avec la question des Gilets jaunes. Nous avons vu aussi qu'il y avait une abstention très forte au moment des élections régionales et départementales, alors que c'était des scrutins qui, jusqu'à présent, mobilisaient les concitoyens. Donc il y a des formes de participation, lesquelles de consultations régulières. Je pense que sur certains projets, il y en a à La Réunion, il y a une nécessité d'avoir davantage de, alors appelons les référendums, votations sur un certain nombre de sujets très précis. Deuxièmement, de concertations plus grandes qu'il n'y en a aujourd'hui avec les représentants
ce qu'on appelle les corps intermédiaires, parce qu'on a besoin des corps intermédiaires. Une des erreurs qui a été commise, ça a été de penser qu'on pouvait aller directement vers le citoyen. Enfin, j'ajoute, il y a le souci d'une nouvelle étape de décentralisation. Ces territoires ont besoin, c'est pas d'ailleurs les seuls, ont besoin de nouvelles compétences. Justement, les territoires, ils ont besoin que l'État leur fasse confiance, et souvent, ils ont un sentiment de défiance. Est-ce qu'il faut une nouvelle réforme? Quelle pourrait être vous avez réformé les régions françaises. Est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin? Quelle pourrait être la grande réforme des territoires, la nouvelle organisation des territoires qui permettrait justement ce nouvel élan démocratique qui est attendu? Bon, ce que j'ai fait durant mon quinquennat, ça a été de refaire la carte des régions. Ce que j'ai fait aussi, c'est de trouver... Ça, c'est très critiqué, François Hollande, aujourd'hui. Enfin, c'est critiqué, mais plus personne ne remet en cause cette carte des régions. Dans les régions, certaines régions sont mécontentes de ce découpage encore. Il n'y a qu'une région où on a trouvé une adaptation, c'est l'Alsace. Enfin, c'était la Grand Est, et on a créé une collectivité Alsace. Mais pour le reste, je n'ai pas vu de famille politique qui remettait en cause ce cadre-là. Donc, on a redessiné les régions, on a maintenu les départements, je pense que c'était nécessaire pour la proximité. On a conforté le bloc communal avec l'intercommunalité, mais je suis tout à fait conscient qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Il faut maintenant, dans ce cadre-là, décentraliser, c'est-à-dire transférer de nouvelles compétences. Lesquelles? Parce que finalement, les régions, notamment, sur l'emploi, demandent à être beaucoup plus intervenantes. J'y suis, moi, tout à fait prêt. Mais les citoyens ne s'y retrouvent plus. Vous l'avez dit, ils n'ont pas voté. Les jeunes, 9 jeunes sur 10 n'ont pas voté. C'est pas 4 ans. En fait, les gens ne comprennent pas comment tout ça fonctionne, ne comprennent pas les différents niveaux de décision. Est-ce qu'il ne faut pas clarifier cela? Alors, François Hollande, justement, quelle réforme pour les territoires? Le 11 novembre dernier, c'est Manuel Valls, votre ancien Premier ministre, qui était notre invité sur ce plateau. Il disait ceci à propos du millefeuille territorial. Regardez. Je considère que l'un de nos échecs en 2012, c'est alors que la gauche gouvernait le pays, avait tous les pouvoirs, présidence de l'Assemblée nationale, Sénat et bien sûr la plupart des collectivités territoriales, il n'y a pas eu une vision d'ensemble qui nous permette de nous attaquer au sujet. Donc je pense que sur les compétences de la santé, nous venons de le dire, sur l'emploi, Pôle emploi, la formation, même si beaucoup a été fait, le développement économique, il faut clarifier les compétences et qui fait quoi. Au fond, les régions, on voit bien, ont la stratégie, l'économie, la santé, les départements, les questions sociales, l'intercommunalité, les communes, la réalité locale. Je ne suis pas sûr que nous soyons obligés de passer par la suppression d'une collectivité, mais une clarification et des compétences nouvelles assumées par les collectivités, oui, incontestablement. Oui, là, j'allais dire, nous faisons doublon. Manuel Valls dit ce que je viens moi-même d'annoncer. Il dit que vous n'avez pas eu de vision d'ensemble. Il le dit. Nous l'avons eu, d'ailleurs, il l'a rappelé, en disant l'économie pour les régions, le social pour les départements et le bloc communal pour assurer la vie au quotidien. Mais, je reviens, qu'est-ce qu'il faut clarifier? Il faut dire, qu'est-ce que fait la région? Elle fait de l'économie, de l'emploi, du développement et de l'action écologique. Donc, il faut que tout ce qui est sur ces domaines-là, pour l'instant de la compétence de l'État, vienne vers les régions avec les ressources correspondantes, c'est-à-dire avec un transfert de fiscalité. Pour le social, pour le département, moi je suis favorable à ce que le département soit la collectivité sociale. Les budgets des régions sont très faibles. Si on compare avec le budget des régions européennes... Ça, c'est ça, des ressources. Je suis d'accord. Mais d'abord, il faut dire qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle du territoire. Une fois qu'on a dit ça, quel transfert d'impôts? Le gouvernement actuel, le président Macron, ont supprimé l'imposition locale, taxe d'habitation, et il n'y avait déjà plus d'impôts sur les entreprises avec la suppression, c'était sous Nicolas Sarkozy, de la taxe professionnelle. Donc, ça ne peut plus se faire en créant un nouvel impôt. On ne va pas créer un nouvel impôt. Donc, la seule chose que nous pouvons faire, c'est ce que j'avais fait pour les régions, c'est transférer des parts de TVA vers les régions et des parts de CSG vers les départements. François-Xavier Lefranc-Chonu, qui est dessinateur de Ouest France, une question à poser à François Hollande. C'est la tradition de cette émission. On l'écoute, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans une époque où les médecins ont remplacé les hommes politiques, le Parti socialiste est bien malade et la candidature d'Anne Hidalgo prend l'eau. Alors, la question que je vous pose, François Hollande, l'Élysée, est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille?
Ça m'a déjà occupé pendant 5 ans, donc je ne suis pas en manque. Je ne suis pas là en me disant, mais la présidence de la République ne peut pas vivre sans moi. Il faut que je me dévoue, que donc je me vous dites sur ce plateau ce matin, vous ne serez pas candidat. Donc Anne Hidalgo est la candidate. Elle a été choisie par le Parti socialiste. Vous la soutenez. Je la soutiens. Je suis socialiste depuis toujours. Je le resterai, je crois, jusqu'à la fin de mes jours. Après, c'est à elle de donner des éléments de programme, parce que ce que je vais dire d'une manière générale, c'est que nous ne sommes pas rentrés dans la campagne présidentielle. D'abord parce à que partir de quand, à votre avis, les Français au vont mois de rentrer janvier, quand nous ne connaissons pas encore les candidats, notamment des LR. Emmanuel Macron, même si ça paraît probable, il va être candidat à sa réélection. Donc, il est important qu'on ait la liste des candidats. Ensuite, la politique, ce sont des programmes. Aujourd'hui, il n'y a pas de programme. Il y a des propositions qui émergent ici ou là, des surenchères, notamment en matière de sécurité ou d'immigration. Mais je pense que pour Anne Hidalgo, le plus essentiel, si j'avais un conseil à lui donner, c'est de faire un programme. La une de Ouest France, François-Xavier Lefranc. Eh bien, la une de Ouest France, c'est ce drame abominable et révoltant des migrants, entre ce qui s'est passé entre la France et le Royaume-Uni. Et une réflexion aussi sur le nouveau pouvoir en Allemagne, avec cette coalition à 3, assez inédite, mais c'est important que le lien franco-allemand, dans cette période, et notamment face à ces tragédies, soit à l'action. Et donc ce nouveau pouvoir est en train de se mettre en place. Ce rendez-vous-là est majeur. Merci François-Xavier Lefranc. Oui, je veux dire juste un mot là-dessus. J'ai grande confiance dans l'équipe qui vient d'être constituée par Olaf Scholz, que je connais, qui était le numéro 2 du gouvernement Merkel dans le cadre d'une coalition. Le plan, parce que nous parlons de programme, et peut-être prenons exemple sur ce que font nos amis allemands. Le contrat de coalition, il fait 150 pages. Il a été élaboré pendant 3 mois. Et donc, les Allemands savent ce que va être le travail de cette équipe. Mais par rapport à l'enjeu européen, il y aura sans doute un rappel à l'ordre sur le plan budgétaire. Parce que Olaf Scholz n'est pas un laxiste. Donc, ça veut dire que pour le président français de 2022, il aura travaillé avec Olaf Scholz pour mettre un coup d'arrêt à la montée des dépenses publiques et de la dette publique. Et deuxièmement, dans un contexte d'inflation. Et deuxièmement, c'est un gouvernement où l'écologie a été considérée, enfin la lutte contre le réchauffement, comme prioritaire. Et je pense que là aussi, ça peut être pour le couple franco-allemand un très bon axe. Voilà, et vous avez conseillé à Anne Hidalgo, j'ai entendu tout à l'heure, d'avoir un programme. Mais comme à tout candidat, je pense que c'est très important que les Français sachent ce que l'on leur propose, un peu comme nos amis allemands viennent de le faire pour les 5 prochaines années. François-Xavier Lefranc, merci. À vous, Denis Caro, de nous rejoindre dans un instant sur ce plateau. Bonjour Denis Caro, vous êtes le directeur des rédactions de Nice Matin, partenaire et coproducteur de cette émission. Merci d'être avec nous. Tout de suite, on va partir du côté de la Corrèze, un département que vous connaissez bien, François Hollande. Que ne couvre pas Nice Matin, il faut quand même bien le dire. Et c'est pour ça que nous avons comme partenaire pour cette émission La Montagne, Centre-France. Florence Chédotal, éditorialiste donc chez Centre-France, La Montagne, a une question à vous poser. François Hollande, on l'écoute, ce sont des images de Grégory Gomez de La Montagne à Clermont-Ferrand. François Hollande, bonjour. Vous étiez récemment chez nous, donc chez vous en Corrèze, à l'occasion de la foire du livre de Brive. Vous avez dédicacé votre dernier essai. Dès la première page, vous abordez la Corrèze, ce département là où tout a commencé pour vous politiquement. Mais dans la foulée, vous expliquez qu'au moment de quitter la présidence française, vous avez préféré garder la Corrèze non pas comme terre d'élection, mais comme havre de quiétude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce cheminement ? Je dois tout à la Corrèze, puisque j'y ai été élu à partir de 1983. J'ai été parlementaire à partir de 1988. Donc, elle m'a fait confiance et elle m'a permis de poursuivre mon mandat national de député, puis ensuite de premier secrétaire du Parti socialiste. Et si je suis devenu président de la République, c'est parce que j'avais eu au préalable la confiance des Corréziens pour diriger leur département. À partir de là, quand j'ai quitté l'Élysée, j'aurais pu briller aussi. Bien sûr, Valéry Giscard d'Estaing est revenu en Auvergne. Dans le Puy-de-Dôme, il avait repris un mandat de conseiller général. Donc j'aurais pu refaire ce parcours-là. Mais il y a des femmes et des hommes qui occupent ces fonctions et je les respecte. Et moi-même, je ne voulais pas répéter ma vie. Mais je ne pouvais pas non plus m'éloigner de la Corrèze. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'y reviens, non plus comme élu, mais comme citoyen, heureux d'avoir défendu le département et toujours attentif à ce qui peut s'y produire.
Immigration et insécurité, Denis Caro, dans l'actualité. Oui, François Hollande, on a évoqué en début d'émission le drame des migrants à Calais. La question de l'immigration, on le voit, occupe énormément de place en ce moment, notamment à travers les propos d'Éric Zemmour ou les débats des Républicains. Mais la gauche est toujours inaudible sur le sujet. Comment, et c'est d'ailleurs un chapitre de votre dernier livre, regarder l'immigration en face ? Regarder l'immigration en face, nous l'avons fait quand nous étions aux responsabilités pendant 5 ans, c'est d'assurer que les lois soient respectées. C'est-à-dire pour l'entrée sur le territoire, il faut avoir des conditions. Soit parce que c'est le droit d'asile, soit parce que c'est le regroupement familial, soit parce que c'est pour mener des études ou l'immigration économique. Aujourd'hui, elles ne sont pas totalement respectées, les lois. Elles ne sont pas respectées pour l'entrée. Je pense qu'il y a encore des irréguliers. Et pour le droit d'asile, il est respecté, mais les demandeurs d'asile qui ont été déboutés ne sont pas raccompagnés autant qu'il serait nécessaire. Le grand enjeu, donc, c'est d'être clair sur les règles d'entrée, mais c'est d'avoir aussi, c'est la condition dans une république, l'application de la règle pour la sortie. Et c'est ce à quoi moi j'avais travaillé, qu'il faut continuer à travailler. Il y a 2 façons de procéder. Le premier, c'est d'avoir un accord avec les pays d'origine pour qu'on puisse les raccompagner. Et deuxièmement, c'est d'avoir des procédures juridiques qui aillent beaucoup plus vite. Quand vous mettez 2 ans, 3 ans, 4 ans pour raccompagner et pour décider de raccompagner une personne qui est rentrée illégalement sur le territoire, eh bien c'est trop tard. Cette personne-là a pu faire des enfants, travaille, et donc c'est très difficile. Donc les 2 conditions, c'est accélérer les procédures, c'est trop lourd, et la deuxième condition, c'est de faire pression sur les gouvernements et sur les pays d'origine. Comment le faire ? Là, le gouvernement actuel français a mis les visas. Je ne pense pas que ce soit la formule la plus efficace. Je pense qu'il faut avoir un contrat avec chaque pays en disant nous sommes prêts à payer, à indemniser pour le retour. C'est logique, mais vous devez accéder. Sans aide, nous ne pourrons pas le faire. Je peux le comprendre, mais avec une aide, vous serez obligé de le faire. Dans cette problématique, et c'est François Hollande, l'ancien président de la République, qui est notre invité ce matin en direct sur TV5 Monde, Mireille Damiano, qui est avocate au barreau de Nice, elle pointe, elle, les atteintes des droits des mineurs réfugiés. On va l'écouter, ce sont des images de Franck Fernandez de Nice Matin. L'Assemblée nationale a mis en place une commission d'enquête sur les migrations qui a rendu un rapport le 10 novembre 2021. Le constat de ce rapport est assez alarmant puisqu'il indique que la France est dans un état de maltraitance d'État et un ostracisme envers les personnes en exil. S'agissant des mineurs, il pointe un certain nombre d'atteintes à leurs droits aux frontières, puis lors de l'évaluation de leur minorité, par la contestation suspicieuse de leurs actes de naissance et le recours à des tests osseux peu fiables. Que pensez-vous qu'il faille ? Soit réformer, soit améliorée pour que la France respecte ses engagements internationaux et les droits des mineurs à être protégés. La France a des engagements, elle doit les respecter, mais elle doit aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas de comportement frauduleux. Et donc, c'est toute la question des mineurs. Il y a, et on le sait très bien, des passeurs qui font venir des personnes qui ne sont pas nécessairement mineures et qui ensuite se déclarant comme tels, sont accueillis dans un certain nombre de départements, la plupart maintenant, et obtiennent un droit au maintien du territoire, sur le territoire. Donc, je pense qu'il faut éviter des mécanismes effectivement dégradants, de tests osseux, etc. Mais il faut avoir la certitude, à un moment ou à un autre, de l'âge de la personne qui vient sur notre territoire. Moi, je crois qu'il est possible de conjuguer fermeté et humanité. Sans humanité, la fermeté trouve rapidement, et vous avez exprimé avec les mots qui sont les vôtres, une forme de condamnation de ce que représente la France avec ses valeurs. Mais s'il n'y a pas la fermeté, l'humanité devient impossible. Regardez ce qui se passe en ce moment et avec ce drame sur Calais, donc pour la traversée vers le Royaume-Uni. C'est un drame absolu. On ne peut pas conduire ces personnes jusqu'à Calais pour les laisser sans solution. Donc c'est avant
que nous devons traiter le problème. Ça ne peut être d'ailleurs qu'une réponse européenne. C'est en ce sens que les souverainistes, les nationalistes trouvent les limites, parce que rétablir les frontières nationales, d'abord, serait contraire à tout le droit européen, et deuxièmement, s'il n'y a pas Frontex, c'est-à-dire une surveillance aux frontières, eh bien, on aura toujours ces drames qui se produiront ou cette inhumanité qui sera relevée. Les évolutions dans la société de Nicaro. Oui, sur les questions de société, votre quinquennat a été marqué par une réforme très importante, le mariage pour tous. Est-ce que d'autres évolutions sont aujourd'hui nécessaires? Vous parlez notamment dans votre livre de la multiplication inattendue et vertigineuse des cas particuliers d'orientation sexuelle. Est-ce qu'il faut en tenir compte? Il faut en tenir compte, oui, mais il faut que chacun ne vienne pas demander une solution individuelle. Nous sommes dans une république où nous avons des droits c'est ce que vous percevez aujourd'hui? Vous trouvez que cette tendance est là? Cette tendance existe, c'est-à-dire à considérer que toute fraction du pays, toute minorité même très faible, a des droits particuliers. Oui, il faut ça agace la majorité, non, ça? Il faut éviter les discriminations, mais ça peut parfois rendre difficile à comprendre pour la majorité des concitoyens ce que vivent un certain nombre de minorités. Donc ça suppose que si des droits doivent être à un moment avancés, je pense notamment, pour parler d'un exemple concret, pour les transsexuels, d'avoir comme nous l'avons fait d'ailleurs pour le mariage de personnes de même sexe, d'avoir un débat qui permette de comprendre qu'on reste dans les lois de la République. Sinon, eh bien, on voit ce qui se passe. Il y a des extrémistes, des polémistes qui vont dire « Mais alors, où est passée la France? Où est notre identité ?» Alors qu'il y a des vraies souffrances. Ça nourrit leur discours? Bien sûr que ça nourrit leur discours. Les deux, d'ailleurs, quelquefois se font face et s'entretiennent. Moi, je suis pour que donc on puisse avoir une reconnaissance d'un certain nombre de situations, mais que l'on reste dans le cadre républicain universaliste que nous connaissons. La semaine dernière, Ramayad a estimé que le racisme était partout en France. Elle explique vivre une micro-agression quand elle passe devant la statue de Colbert. Est-ce que la montée de cette idéologie woke vous gêne, ou est-ce qu'on doit au contraire regarder l'histoire avec un prisme actuel? Et en complément, est-ce que, président de la République, vous l'avez vu monter ça? Oui, je l'avais vu monter dans toutes les reconnaissances mémorielles, puisque beaucoup de personnes jugent que nous n'avons pas rendu justice à un certain nombre de drames ou à un certain nombre de souffrances qui ont été endurées par leurs parents, par leurs grands-parents. Donc la discrimination n'est pas simplement dans la vie de tous les jours, elle est aussi dans les stigmates qu'un certain nombre de situations de soumission, d'oppression, d'exploitation ont pu laisser produire. Je peux comprendre que Ramayad soit aujourd'hui, je crois qu'elle vit plus aux États-Unis, sensible à ces questions-là. Donc il faut bien sûr comprendre pourquoi il y a encore ces cicatrices, mais je le dis d'ailleurs dans mon livre, on ne peut pas non plus faire de chaque cas une reconnaissance ou une revendication mémorielle. Nous avons tous, dans notre histoire familiale ou autre, des sujets qui nous ont heurtés. Est-ce qu'il faut que ce soit la République qui, à chaque fois, fasse un travail? C'est le rôle d'une société avec ses historiens, ses intellectuels. Tout ne doit pas passer par des reconnaissances qui seraient infinies. Mais nous devons avoir cette sensibilité que les discriminations existent et qu'elles ne sont pas simplement, ce qu'il y a déjà beaucoup, dans l'accès à l'emploi ou dans l'accès à la culture. François Hollande, l'ancien président de la République, est notre invité en direct sur ce plateau dans TV5 Monde. Paco a 11 ans, François Hollande. Il est élève de 3e, très en avance pour son âge, élève de 3e. Il a une question à vous poser et Nice Matin l'a rencontré, Franck Fernandez. Bonjour Monsieur le Président de la République. J'ai 11 ans et je suis en classe de 3e. J'aurais une question à vous poser. Comment fait-on pour devenir président de la République française ? Il est bientôt prêt, lui. Il s'est même mis dans la tenue. Il a déjà une certaine perception de... Il est plus jeune qu'Emmanuel Macron quand il s'est présenté. Oui, il n'a pas encore l'âge pour accéder à la fonction, mais c'est bien qu'il y ait des jeunes qui se disent « Comment je peux servir mon pays ?» Bon, il n'y a pas que par la présidence de la République, mais comment je peux aussi me projeter pour être à un moment celle qui va diriger la France. Et bon, je
crois que c'est très important, c'est pas suffisamment fait, qu'il y ait de l'enseignement civique. Instruction civique, on disait. disait, Oui, on disait autrefois. À votre époque. Ça existe, bien sûr, puisque nous l'avons créé c'était Najat Vallaud-Belkacem qui en avait pris la responsabilité. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Moi, j'ai fait des livres pour les jeunes, pour qu'ils sachent ce que sont les élections. Et je les ai fait, d'ailleurs, ces livres, pour expliquer ce que étaient les institutions, pour eux et pour leurs parents. Parce que ce que je relève, c'est que souvent, maintenant, les parents sont bien moins informés qu'ils pouvaient être pour leurs propres parents ou grands-parents. On voit votre livre d'ailleurs derrière vous. La une de Nice Matin, Denis Caro. La une de Nice Matin, les violences faites aux femmes avec la journée mondiale aujourd'hui et des signalements en hausse dans les Alpes-Maritimes sans discontinuer depuis 7 ans et des solutions qui sont de plus en plus mises en œuvre pour lutter contre ce fléau. Un dernier mot, vous avez un magazine consacré aux tout jeunes d'ailleurs, Nice Matin Kids. Kids Matin et Paco qui vous a interrogé est un des fidèles de Kids Matin. Merci Denis Caro. Très vite, François. La une de Nice Matin, c'est très important que la parole se soit libérée et donc on a de plus en plus de signalements. Ce qu'il faut, c'est que la justice, c'est fait aussi pour les commissariats, enregistre maintenant ces plaintes ou puisse agir pour que ces agressions ne se reproduisent pas et qu'il y ait même des hôtels ou des appartements qui soient mis à disposition des femmes. Vous l'avez compris, c'est François Hollande, notre invité ce matin. Dans un instant, les questions internationales avec Demet Korkmaz de TV5 Monde, journaliste à la rédaction. Voilà, je disais journaliste à la rédaction de TV5 Monde. Bonjour Demet. Bonjour. On démarre avec la Biélorussie. Absolument. La Commission européenne va dresser une liste noire des entreprises qui ont participé à l'acheminement des migrants à la frontière polonaise. Bruxelles vise particulièrement la compagnie aérienne Belavia pour lui interdire de louer des avions européens. L'Irlande est en première ligne puisque l'Irlande lui loue 17 avions sur une flotte d'une trentaine d'appareils. Est-ce que ce ne sont pas des demi-mesures ? Ne nous plaignons pas que l'Europe prenne des sanctions et puisse punir des entreprises qui se sont comportées de manière honteuse parce qu'elles ont été complices de la Biélorussie et soit dit en passant de la Russie qui ont acheminé délibérément des migrants qui sont allés les chercher pour les mettre dans des situations inhumaines à la frontière polonaise. Donc ces entreprises-là ne devraient même plus pouvoir travailler dans le ciel européen. Mais c'est le 5e train de sanctions contre la Biélorussie. Alors il va falloir combien de sanctions pour être crédible ? L'Europe, dans cette situation-là, apparaît un peu démunie quand même, non ? Le plus de sanctions possible. Et ne pas nier non plus le rôle de la Russie. Et donc continuer à sanctionner la Russie. Quel est l'autre moyen ? Le recours à la force ? Nous n'en sommes pas là. Non, peut-être complètement arrêter les échanges commerciaux c'est une solution. D'ailleurs, c'est pour partie vrai avec la Biélorussie. Ça doit l'être sur la question du gaz russe. À un moment, est-ce qu'on est capable, c'est peut-être plus facile pour la France de l'exprimer, puisque nous ne dépendons pas majoritairement de gaz russe, mais c'est vrai qu'à un moment, c'est l'arme économique principale que nous pouvons utiliser. Et là, ça fait partie des différends entre la France et l'Allemagne, lorsqu'il y a eu le projet de Nord Stream, c'est-à-dire de l'approvisionnement en gaz d'une partie de l'Europe, il y avait effectivement pour Vladimir Poutine un moyen d'entrée et un moyen de pression. Le moyen d'entrée et de pression, c'est aussi l'ambivalence des Européens et aussi peut-être de la France vis-à-vis de Moscou ? Enfin, moi, est-ce que vous y croyez, sous ma présidence, je n'ai jamais été ambigu à l'égard de Vladimir Poutine. Je ne parle pas de vous, je parle de la France. Il faut dialoguer, mais il faut avoir une position de force. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'hésitations. Il y a eu beaucoup de changements de pied à l'égard de la Russie. Vous y croyez, vous, au dialogue ou à la coopération avec Moscou ? Oui, mais sur un rapport de force. J'ai bien connu Vladimir Poutine, j'ai eu multiples réunions de négociation avec lui. C'est pas par simplement notre intelligence ou notre séduction, notre charme que l'on peut amener Vladimir Poutine vers une position plus raisonnable. C'est avec un rapport de force. Il peut être économique, il peut même être militaire. Vous voyez, quand Biden a été plus explicite sur ce que pourraient faire éventuellement les États-Unis s'il y avait une entrée de troupes russes en Ukraine, eh bien, les troupes russes se sont retirées de la frontière. Vous l'avez revu, Vladimir Poutine, depuis que vous n'êtes plus président ? Non, jamais. Non. Justement, sur l'Ukraine, on pense que c'est le futur conflit dans cette région du monde. Les États-Unis ont envoyé deux patrouilleurs pour soutenir les forces navales ukrainiennes. Est-ce que vous craignez
nouveau conflit armé entre la Russie et l'Ukraine? Oui, il y a un cessez-le-feu, mais il y a aussi des morts régulièrement qui sont, hélas, constatés du côté ukrainien, des soldats. Donc bien sûr que Vladimir Poutine va essayer de poursuivre son opération, c'est-à-dire d'avoir un conflit gelé de plus en plus préoccupant pour l'Europe. Donc la seule manière de faire, c'est quand il amasse des troupes, comme c'est le cas en ce moment à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, c'est d'élever la voix. Vous avez rappelé ce qu'avait fait le président Biden en envoyant des patrouilleurs. Et bien l'Europe aussi. Donc j'en arrive à la proposition. Si l'Europe veut se faire respecter, il faut qu'il y ait une Europe de la défense. Si vous n'avez pas de moyens de coercition, si vous n'êtes pas capable à un moment d'utiliser ou de laisser penser que vous pouvez utiliser la force, vous êtes une puissance secondaire. L'Europe est une puissance secondaire. Je ne vais pas dire que la France est une puissance secondaire, mais l'Europe en tant que telle est une puissance secondaire dès lors qu'elle n'a pas une Europe de la défense. Est-ce qu'il faudrait par exemple enlever des troupes au Sahel pour les repositionner dans d'autres, en Europe précisément, aux parties dans les... Nous avons... dans la partie orientale. La question est, est-ce qu'on a les moyens d'être partout, François Hollande ? Mais nous, la France, nous ne pouvons pas être partout. Si nous avons Alors justement, comment voulu faire redéployer l'Europe, si vous avez voulu faire l'Europe, c'est pour être avec d'autres. C'est que pour d'autres s'engagent aussi. Pas simplement d'ailleurs les pays membres de l'Union européenne, mais aussi le Royaume-Uni. Nous avons une coopération de défense avec le Royaume-Uni. Et puis nous avons nous sommes dans l'Alliance Atlantique, donc nous pouvons agir avec les Américains. Mais la France, elle, assume sa défense. Il faut que les Européens puissent aussi, et je pense qu'ils ne le feront pas à 27, parce que c'est impossible de convaincre tous les 27, donc il faut le faire à quelques pays pour qu'on ait véritablement des actions possibles à l'extérieur et pour la protection de nos frontières. Alors, il y a Interpol qui s'est réuni à Istanbul en Assemblée générale et qui vient d'élire un général émirati accusé de torture. Est-ce que ça vous choque que ces pays autoritaires arrivent à rentrer jusque dans des institutions occidentales? Enfin, le monde est organisé de cette façon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des démocraties dans le monde. Les organisations internationales, hélas, sont mutualisées pour leur présidence ou pour leur responsabilité. Avant, c'était un Chinois qui d'ailleurs a eu quelques mailles à partir. Qui a disparu de la circulation depuis 2018. Donc, il y a un partage. C'est assez regrettable que quelquefois ça puisse être avec des personnes qui ne correspondent pas à nos valeurs, mais c'est ainsi. Ou mais alors, c'est il faut aussi un sortir. désengagement. Le désengagement vient aussi d'un point financier, puisque les Émirats arabes unis sont le deuxième contributeur. Mais vous avez tout à fait raison. Si les démocraties veulent être plus influentes, il faut qu'elles y mettent de l'argent. Qu'est-ce qu'ont fait les Chinois depuis plusieurs années ? C'est d'être les premiers financeurs et de la FAO et de l'Organisation mondiale de la santé et maintenant d'Interpol pour peser dans les désignations. Eh bien, les démocraties, elles doivent se défendre économiquement, elles doivent se défendre militairement et elles doivent se défendre financièrement. Merci Demet Korkmaz. François Hollande, 44% des Français estiment qu'Emmanuel Macron est un bon président. C'est un sondage Odoxa novembre 2021. Après 4 années donc au pouvoir, il retrouve des niveaux de popularité qui étaient les siens au départ. Vous n'êtes pas en décalage par rapport aux Français ? Pourquoi je serais en décalage ? Parce qu'on vous entend critiquer François Hollande, Emmanuel Macron sur toutes critique les ondes pas. à l'occasion de cette promotion de ce livre. On vous a beaucoup entendu en critique du président de la République. Mais je pense qu'il y a des critiques qui peuvent lui être adressées, qu'elles sont partagées par les Français. Que vous lui adressez dans le privé, quand vous le voyez ? Je ne le vois pas, donc je n'ai pas pu lui dire directement, mais je trouve que ces changements de pied multiples, cette espèce de distance par rapport aux pourquoi les Français ne jugent pas ça Parce que les Français, comme tel ? en ce moment, Oui. et moi je les comprends, ils ont besoin de cohésion, ils ont besoin d'unité. On vit une crise sanitaire qui ne se termine pas, où on a besoin qu'il y ait une autorité. Chaque fois qu'il y a une crise, je l'ai vécu aussi. Et il l'incarne bien, cette autorité ? Il l'incarne bien ? Il l'incarne d'abord institutionnellement. Il faut qu'il y ait une présidence qui puisse prendre des décisions. Mais personnellement il l'incarne bien. personnellement, il s'exprime devant les Français. Et même s'il y a toujours des critiques qu'on peut faire sur les masques, sur les vaccins, etc. Mais il faut bien
qu'il y ait, dans cette période où nous sommes un peu désemparés compte tenu de la récurrence du virus, il faut bien qu'il y ait un président de la République qui assume la tâche. Et je pense que c'est nécessaire que les Français fassent bloc, y compris par les sondages. Lorsqu'il y a une crise, il faut être derrière les autorités qui agissent au nom de l'intérêt général. Vous n'avez pas une nostalgie du pouvoir? Vous avez vu que les observateurs disent souvent, François Hollande, il n'arrive pas à décrocher, entre guillemets, de cette période-là, et c'est pour ça qu'il critique aujourd'hui Emmanuel Macron, qui a été son successeur. Mais si j'étais un accro du pouvoir, comme vous dites, je me serais représenté à l'élection présidentielle. Si j'étais un accro du pouvoir, je serais aujourd'hui candidat. Si j'étais un accro du pouvoir, la question m'a été posée, j'aurais repris mes fonctions antérieures de maire, de président de département, de député. Non, j'exprime mes idées, je défends des convictions, mais je ne suis pas accroché au pouvoir. Je me suis toujours posé la question, personnellement, pourquoi vous n'en avez pas voulu plus, au fond, à Manuel Valls, qui était votre Premier ministre, qu'à Emmanuel Macron, puisque Manuel Valls a été très imprégnant, impactant dans votre décision de ne pas vous représenter au fond à l'époque. Pourquoi? Et vos relations avec lui, qui sont distantes aujourd'hui, datent de cette période-là? Non, mais... Oui, je vais répondre à la question. Manuel Valls n'a pas été candidat à l'élection présidentielle avant que j'ai pris moi-même ma décision. Mais les contextes... Macron, oui. Manuel Valls a été un Premier ministre loyal pendant toute la période où il a été auprès de moi. Ensuite, il a pris des positions qui ont fait que nous avons pu nous éloigner. Je n'étais pas d'accord sur un certain nombre... Vous le voyez aujourd'hui? Mais je le vois plus souvent qu'Emmanuel Macron, si c'est ça la question. Merci beaucoup François Hollande d'avoir été notre invité ce matin dans Face au territoire, une émission de TV5 Monde de Ouest France de Nice Matin, avec la participation de France Antilles et la rédaction de TV5 Monde d'Emet. Merci à vous. On se retrouve jeudi prochain en direct. Sophie Cluzel, qui est la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, sera notre invitée dans cette émission. Au revoir à tous. Les programmes continuent sur TV5 Monde.